Bonjour à vous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver et de vous retrouver pour présenter Middlemarch de George Eliot. Bon, comment s'est passée cette lecture? Alors, les échos que j'ai reçus, pour la plupart, m'ont dit que c'était long. Alors, c'est vrai, c'est long, c'est un gros livre, un gros bouquin. On se fatigue même la main à le tenir. Mais bon, on ne se plaint pas de la longueur de nos séries télévisées. Personne ne se plaint des interminables saisons de House of Cards et du Bureau des légendes. Et si j'emploie ce parallèle, ce n'est pas tout à fait au hasard parce que au XIXe siècle, en France comme en Angleterre, le roman jouait le rôle de nos séries télévisées. C'était une fiction peu chère, la seule dont les gens disposaient, et elle paraissait en feuilleton. C'est ainsi que Middlemarch apparu au cours de l'année 1871 en 8 épisodes, quand même. Bon, autre raison qui justifie cette longueur, c'est que George Eliot veut peindre un monde total à travers cette petite ville des Midlands dont le nom est imaginaire. Donc, une multitude de personnages et qui plus est, des personnages dont les destins sont intriqués. George Eliot, en tant que romancière, tient beaucoup à montrer la solidarité des destins, la façon dont une vie agit sur celle des autres. Et une des métaphores récurrentes du roman, c'est celle de la toile d'araignée, du web. Donc, un roman riche, un roman foisonnant, un roman dans lequel peut-être il est facile de se perdre, et c'est ce qui a motivé la critique du romancier Henry James sur ce roman. Henry James n'a pas été du tout gentil avec George Eliot, car il a dit que ce roman finalement n'avait pas de forme, ce qui a dénié à George Eliot la qualité d'artiste, aucune ligne directrice, et ce roman, a-t-il dit, c'est un monstre, rien que ça. Alors, c'est vrai que pour présenter ce roman, on a le choix entre une multitude de directions que je ne pourrais pas toutes choisir. Par exemple, j'ai laissé pour la petite chronique de Radio Web la peinture de la société victorienne, et il y a évidemment énormément d'aspects que l'on peut envisager dans Middlemarch. Mais pour ma part, aujourd'hui, j'ai choisi plutôt de dissiper cette critique que Henry James adresse à George Eliot, et j'ai essayé de partir à la recherche de l'unité du roman. Est-ce que ce roman a une unité? Et pour essayer de la trouver, j'ai tiré un fil, et ce fil, il consiste dans la comparaison entre deux personnages, les personnages de Lydgate et de Dorothée. Alors, bon, pourquoi ce choix? Ce choix est quand même motivé par des raisons qui me sont extérieures. La première raison, c'est la genèse du roman. On sait que George Eliot avait commencé deux romans, l'un dont le héros était Dorothée, l'autre dont le héros était Lydgate, et finalement, c'est sur les conseils de son compagnon Lewis qu'elle a choisi de les fondre en un seul roman. Autre raison, cette fois-ci interne à l'œuvre, il me semble que Dorothée et Lydgate sont des héros au sens romanesque du terme. C'est-à-dire que par rapport aux autres personnages, ils ont des qualités qui les élèvent, qui leur donnent une envergure qui leur est propre. Alors, cette envergure, je crois qu'elle réside dans une ambition, et une ambition qui n'est pas une ambition vulgaire, ce n'est pas le désir de s'enrichir, ce n'est pas la vanité qui les guide, mais tous deux sont tentés par, et je cite, les hautes aventures de l'esprit, et on sait que George Eliot n'était elle-même pas du tout indifférente à ces hautes aventures de l'esprit. Alors, si on prend Lydgate, eh bien, Lydgate choisit la médecine à la différence de ses confrères, non pas pour se créer une bonne clientèle, vivre confortablement dans la petite ville de Middlemarch, mais en fait, s'il s'enthousiasme pour la médecine, c'est pour participer à l'aventure de la science. Il a fait ses études à Paris, il a été l'élève du grand médecin Bichat, et il croit en une pratique raisonnée, scientifique de la médecine, au lieu de distribuer au petit bonheur une liste de médicaments aux patients, il défend une auscultation
un diagnostic et un traitement en conséquence, ce qui est à l'époque révolutionnaire. Donc pour lui, la médecine apparaît comme des plus nobles puisqu'elle unit l'intelligence à la volonté de servir les autres. Quand Bulstrode lui propose la direction de l'hôpital, on prend d'ailleurs conscience de son ambition, puisque non seulement il veut créer un hôpital, mais un hôpital qui sera dévolu à la recherche, qui sera un collège de médecins. Dorothée, eh bien, Dorothée, bien sûr, elle est un peu entravée, ou beaucoup, par sa condition de femme, et donc elle a un peu plus de mal à concevoir clairement l'entreprise dans laquelle elle pourrait s'investir. Mais elle a comme Lydgate le goût de la grandeur. Elle est prompte, nous dit la romancière, à embrasser tout ce qui lui paraissait avoir ses caractéristiques. Et comme Lydgate, elle est passionnée par le savoir, mais un savoir qui sera en même temps utile à l'ensemble des hommes. Donc, elle lit beaucoup, mais elle veut aussi agir. C'est d'abord un projet de construction sur les terres de son oncle Brooks, destiné à améliorer le sort des fermiers. Et puis ensuite, c'est le savoir. Elle espère que Casaubon saura l'y introduire. Elle rêve surtout d'accéder à l'étude des langues anciennes, qui étaient alors considérées comme au pinacle du savoir, de la culture, et qui était un domaine interdit aux femmes. Donc, Lydgate, comme Dorothée, sont deux idéalistes qui conçoivent la vie comme une quête héroïque, et l'amour n'y tient finalement qu'une place quand même seconde. Alors c'est surtout sensible pour le personnage de Lydgate, mais même chez Dorothea, qui finalement n'entre pas dans la vie avec la volonté, comme c'est le cas pour sa sœur, la volonté de se réaliser par le mariage et par la maternité. Mais Lydgate, lui, au moment de ses fiançailles, n'en peut plus, il veut avancer la date du mariage, et ce n'est pas parce qu'il est un amoureux passionné, mais parce que tout simplement, les fiançailles prennent sur son temps d'études par toutes les démarches et les occasions mondaines qu'elles occasionnent. Donc on voit finalement cet homme qui ne veut pas forcément, bien sûr, se réaliser par la passion amoureuse, mais par le savoir. Et c'est ce qui écarte donc Middlemarch du roman d'amour. On pourrait s'y tromper. Hein. Dans le premier chapitre, on pourrait se dire que George Eliot va suivre les traces de Jane Austen, puisque dans les premiers chapitres, on trouve une héroïne dotée de qualités quand même supérieures, qui est différente de son milieu, qui échappe aux stéréotypes. On pourrait penser que tout le roman va s'engager vers cette quête de l'amour idéal. Et il me semble plutôt que Middlemarch est un roman d'éducation plutôt qu'un roman d'amour proprement dit. Donc, des personnages qu'on peut rapprocher, mais dont le destin va quand même différer en fonction de leur appartenance sexuelle. Un homme, une femme, c'est là que la question du genre se pose, et c'est vrai que les études de genre, si importantes en Grande-Bretagne et aussi aux États-Unis, si développées, font de George Eliot un sujet d'étude particulièrement intéressant. Alors, je dis bien sûr le genre, dans la mesure où le genre désigne tout ce qu'une société, tout ce qu'une culture construit à partir de différences biologiques tout à fait évidentes et que personne ne songe à nier, bien sûr. Alors, un destin au masculin, un destin au féminin. Il semblerait, et je dis bien il semblerait au départ que si on compare les destinées de Lydgate et de Dorothée, eh bien, on soit frappé de l'injustice qui est faite aux femmes, en tout cas de l'inégalité de traitement qui est faite aux femmes. Bien sûr, Lydgate a toute l'attitude pour se consacrer à ses études, alors que finalement tout est fait pour décourager Dorothée, surtout dans les propos, ou même dès le début du roman. Les remarques de son oncle lui font remarquer qu'un bas bleu ne sera jamais recherché, qu'elle sera toujours importune, qu'elle fera fuir
tous ses prétendants et que finalement c'est une très très mauvaise idée que d'étudier le latin et le grec. Et Dorothée d'ailleurs est très très consciente de cette inégalité puisqu'elle dit à Lydgate que vous devez être heureux de posséder des connaissances dont vous pouvez être sûr qu'elles rendront service. Je voudrais bien me réveiller chaque matin avec un pareil sentiment. Donc, Dorothée sait qu'elle ne peut pas réaliser ses ambitions comme un homme, elle est obligée d'inventer, en quelque sorte, elle est obligée de ruser, et quand on considère son premier mariage, le mariage avec Casaubon, on s'aperçoit que ce mariage n'est pas, comme on pourrait le croire, le résultat d'un coup de tête, mais qu'il est peut-être pour elle une solution, une possibilité de se réaliser en tant que femme. Ce qui le montre, c'est la réaction qu'elle a en lisant la lettre de demande de Casaubon, un grand morceau d'anthologie. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi être transporté, mais en tout cas, Dorothée est bouleversée par cette lettre, mais parce qu'elle voit s'ouvrir devant elle un avenir plus large. Son âme était tout entière possédée par le fait qu'une vie plus pleine s'ouvrait devant elle. Elle était une néophyte, sur le point d'accéder à un degré plus élevé d'initiation. Elle allait avoir de l'espace pour déployer des énergies qui s'agitaient péniblement sous le poids et dans la pénombre de sa propre ignorance et de l'habitude qu'avait le monde de trancher mesquinement de tout. Donc, comme beaucoup de femmes, elle choisit de se réaliser à travers son époux, puisqu'elle ne peut pas le faire par elle-même. Au moins, pense Dorothea, pourra-t-elle favoriser l'éclosion d'un génie, la création de ce très grand ouvrage, cet ouvrage de génie aussi que nous dit Casaubon, et peut-être au passage, elle pourra glaner quelques connaissances pour son compte. C'est ce qu'elle espère. Donc, Dorothée partage l'illusion de beaucoup de jeunes femmes, ou de jeunes filles plutôt, qui attendent leur partenaire masculin comme devant leur révéler une nouvelle vie. Si on pense à Madame Bovary, c'est un peu le même schéma, puisque Madame Bovary, ne pouvant attendre cela de son mari, et elle lui en veut pour cette raison, va rechercher à travers ses amants cette réalisation. Donc, une réalisation en quelque sorte au second degré. Dans le roman aussi, on voit que Rosamonde cède à la même illusion, parce que Rosamonde veut épouser quelqu'un qui ne soit pas de Middlemarch, parce que justement, elle pourra à ce moment-là s'ouvrir à autre chose. Alors, calcul inconscient, solution, en tout cas pour Dorothée, échec, car Dorothée ne va pas tarder à s'apercevoir que la domination masculine n'admet pas de partage et qu'elle ne peut autoriser aucune ambition personnelle de la part de la femme, même aussi modeste soit cette ambition. Alors, il y a un passage que j'ai trouvé extraordinaire dans Middlemarch à ce propos. C'est le moment où Dorothée, qui jusqu'alors s'était contentée du rôle de secrétaire, ose formuler une suggestion. Il serait temps peut-être, dit-elle, de passer à ces notes qu'on entasse à la réalisation de ce fameux ouvrage. Et c'est un coup de tonnerre pour Casaubon qui est absolument outré. Comment sa femme pense par elle-même, elle a un esprit critique, et cet esprit critique peut mettre en péril sa propre supériorité. Alors, le passage est délicieux, je vous le dis. Ce cruel accusateur était là, sous la forme d'une épouse. Que dis-je? D'une jeune mariée qui, au lieu d'observer l'abondance de ces grattements de plumes sur un océan de papier, avec la vénération inconditionnelle d'un canari à l'esprit raffiné, avait l'air de se présenter en espionne qui surveillait toute chose avec la capacité malfaisante d'en tirer des conclusions. À partir de ce moment-là, se met en place ce qu'on appellerait aujourd'hui la stratégie d'un pervers narcissique, puisque pour préserver son ego, pour préserver son propre narcissisme, Casaubon finalement fait tout pour détruire son épouse. Alors, c'est assez intéressant comme caractère, parce que
Casaubon est quand même un homme cultivé, il est modéré dans ses réactions, il n'est certainement pas dépourvu de qualité. Mais on le voit systématiquement éteindre les enthousiasmes de Dorothée, dévaloriser ses capacités et même décourager ses élans de tendresse. Pour finir, et c'est vraiment un calcul d'une perversité incroyable, il projette de la servir à jamais en l'enchaînant à son œuvre. Il est la mort. Je cite, « Il cherchait de placer la vie de Dorothée sous son empreinte glaciale. » Alors, destin vraiment funeste que celui de Dorothée lors de ce premier mariage, destin auquel elle échappe malgré tout, et on pourrait penser que, par opposition, le destin de Lydgate devrait être une illustration des privilèges dont jouit la condition masculine. Et là, vraiment, je trouve que c'est un coup de génie de la part de George Eliot que finalement, de ne pas poursuivre dans ce que l'on attend, de ne pas poursuivre dans ce que l'on considérait, dans ce qu'on considérerait un petit peu comme allant de soi, peut-être aussi avec notre état d'esprit d'aujourd'hui. Et en fait, ce qu'elle va montrer, c'est que l'injustice frappe les femmes, elle frappe Dorothée, mais elle va aussi frapper Lydgate. Donc, Lydgate est finalement victime de la façon dont sont traitées les femmes dans la société. Comment? Alors, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière sur les opinions de Lydgate sur les femmes avant de rencontrer Rosamond. Eh bien, Lydgate, qui est un personnage sympathique dans le roman, n'a pas finalement des opinions plus progressistes que Casaubon. Voilà quel est son idéal féminin. Lydgate était persuadé que s'il se mariait un jour, sa femme aurait ce rayonnement féminin, cet épanouissement distingué qui s'apparente aux fleurs et à la musique, cette sorte de beauté que sa nature même rend vertueuse, car elle n'est faite que pour des joies pures et délicates. Alors, vous me direz, ce n'est peut-être pas exactement l'image que Casaubon se fait de la femme rêvée, mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, que la femme soit un gratte-papier ou que la femme soit un ornement, elle est faite pour l'homme. Et pour l'un, elle était un canari, pour Casaubon, elle était un timide canari, et bien figurez-vous que pour Lydgate, elle va être une oie. Il comptait surtout sur la docilité naturelle de l'oie. Elle lui paraissait magnifiquement correspondre à la force du genre. Alors voilà, par l'ironie du destin, ou plutôt évidemment par l'ironie de notre romancière, Lydgate va obtenir la femme dont il rêve. Parce qu'on ne peut pas dire que Rosamond déçoive ses attentes. Au contraire, elle y correspond exactement. Elle réalise cette alliance de sentiments corrects, de musique, de danse, de dessin, de billets distingués, d'albums où copier des extraits de poèmes et de parfaite beauté blonde qui constituait la femme fatale aux yeux des infortunés de cette époque. Alors regardez comme c'est subtil, parce que George Eliot ici adopte le point de vue de Lydgate, mais elle glisse un mot qui est celui du narrateur, et ce mot c'est les infortunés de cette époque. Parce qu'effectivement, Lydgate est piégé par son propre rêve, et ce qu'il va découvrir, c'est moins le caractère de Rosamond que les effets désastreux d'une éducation sur elle et d'un conditionnement social qui l'ont complètement modelé. Alors, effectivement, George Eliot revient sur l'éducation de Rosamond, qui est une éducation classique d'une jeune fille dans la bonne société, et on voit que cette éducation a tout pour développer ses pires défauts, la vanité, la futilité, les caprices d'un enfant gâté. Cette éducation aussi l'a privé terriblement de culture, cette culture qui lui donnerait sur le monde des vues plus averties et plus larges et qui peut-être lui permettrait de comprendre les difficultés de son époux. Donc George Eliot nous fait comprendre que le bonheur du couple n'est pas dans ce partage, alors non pas ce partage des responsabilités, mais ce partage des valeurs. Le sérieux, la profondeur seraient dévolus à l'homme, alors que la femme incarnerait la futilité et le plaisir de la vie. En fait, le bonheur du couple repose sur le partage
et ce partage est impossible. Alors, ce même Henry James, qui a été sévère pour le roman, a été quand même admiratif pour les dialogues entre Rosamond et Lydgate. Et c'est vrai qu'au cours du roman, ces dialogues sont terribles parce qu'on y voit l'impossibilité de se rencontrer, l'impossibilité de parler le même langage. Et au fur et à mesure de ces échanges, eh bien, se multiplier les blessures, se multiplier finalement toutes les différences qui les séparent et se creuser un fossé définitif entre eux. Donc, le mariage de Lydgate et le premier mariage de Dorothée sont absolument une malédiction. Lydgate, pour le destin de Lydgate, George Eliot termine le destin de Lydgate par des lignes extrêmement tristes. Lydgate avait accepté avec une triste résignation son destin étriqué. Il avait choisi cette fragile créature, pris sur ses bras le fardeau de cette vie, et lui fallait marcher de son mieux en portant ce fardeau impitoyable. Donc les mauvais mariages perdent les femmes, mais elles perdent aussi les hommes. Et cette image de ce fardeau qui écrase ce jeune homme, ambitieux, plein de vie, plein d'allant, je la trouve particulièrement terrible et aussi intéressante parce qu'on n'est pas dans une vision que nous dirions aujourd'hui féministe au sens étriqué du terme, où l'on ne voit qu'un aspect de la question, ou du moins une plus grande justice en faveur de la femme est aussi défendue comme favorable à l'homme. Donc, il n'est pas étonnant que Dorothée, vous vous souvenez que Lydgate, à sa première rencontre, avait trouvé Dorothée infréquentable, pénible, un bas bleu, tout ce qu'il ne voulait pas. Eh bien, en définitive, c'est Dorothée qui comprend le mieux Lydgate. Il n'est pas de chagrin, lui dit-elle, auquel j'ai pensé davantage que celui-là, aimer la grandeur, s'efforcer de l'atteindre, mais sans y parvenir. Donc, on pourrait dire une fin, voilà, un dénouement doux amer. Est-ce qu'il est rattrapé par le second mariage de Dorothée avec Ladislas? Alors, on sait que George Eliot a eu du mal à composer ce personnage de Ladislas, et ensuite, les critiques ont trouvé que le personnage était faible, il était falot, et c'est vrai que le rôle de jeune premier n'est pas toujours finalement un rôle facile à assumer. Ce que je pense, c'est qu'il me semble que George Eliot a essayé, à travers le personnage de Ladislas, de proposer un contre-modèle de la virilité. Effectivement, c'est un personnage qui n'est pas finalement très ambitieux, c'est plutôt un dilettante. Il ne songe pas trop à faire carrière. Il vit par l'art, par le dessin. Il vit par le cœur, bien sûr son amour pour Dorothée. Il est affectueux à l'égard de Mademoiselle Noble. Et ce sont autant de qualités finalement qui ne sont pas du tout les qualités traditionnelles associées à la virilité. D'ailleurs, Dorothée finalement le comprend. Cet être comprenait les sentiments de tout le monde et savait soulager les gens de leurs pensées au lieu d'imposer les siennes avec une obstination d'acier. Donc, imposer l'autorité masculine, l'image de l'acier, extrêmement viril aussi, et justement, c'est tout ce que Ladislas n'est pas. Donc, on pourrait penser que le roman se termine par un happy end finalement. Eh bien, Dorothée trouve l'homme de son cœur, elle trouve en Ladislas toutes les qualités que n'avait pas, que ne pouvait pas lui offrir Casaubon. Pas exactement pourtant, pas exactement, parce que si Ladislas poursuit une carrière d'homme politique et semble y réussir, eh bien désormais, Dorothée entre dans l'ombre. Il semble qu'elle n'ait plus de destin personnel, si ce n'est celui de servir les desseins de son mari. Et beaucoup ont jugé ce devenir de Dorothée extrêmement décevant. Voilà ce que nous dit George Eliot en conclusion du roman et en évoquant les deux mariages de Dorothée. Certes, ces deux actes décisifs de sa vie n'étaient pas d'une beauté idéale. Alors, vous voyez que
même le mariage avec Ladislas n'est pas non plus d'une beauté idéale. Il constituait le résultat, mêlé d'impulsions nobles et juvéniles, qui se débattaient dans les conditions imposées par un état social imparfait. En effet, il n'existe pas de créature dont l'être intérieur ait assez de force pour ne pas être largement déterminé par des éléments extérieurs à lui. Alors, c'est une conclusion quand même extrêmement intéressante, profonde, qui peut apparaître pessimiste, qui montre que finalement l'individu dépend étroitement de son époque. Il ne peut pas totalement s'en dégager. Dorothée a beau avoir des idées originales, des idées qui la démarquent, qui l'élèvent, comme on l'a dit, au-dessus de son entourage, eh bien, malgré tout, elle fait partie de son époque et elle doit vivre au rythme de cette époque. Est-ce que finalement, alors, de la part de George Eliot, c'est dénier toute responsabilité à l'individu? Non, au contraire. George Eliot pense que chacun doit travailler au changement collectif et à l'amélioration collective. Mais ça ne sera pas sur le mode héroïque, ça ne sera pas forcément sur les devants de la scène, en tant que vedette. Alors il y a ces lignes que je trouve très belles à la fin de Middlemarch. Pourtant, il est toujours question de Dorothée. Pourtant, l'effet de son être sur ceux qui l'entouraient était d'une incalculable étendue, car la croissance du bien dans le monde dépend en partie d'actes qui n'ont rien d'historique. Et si les choses vont moins mal qu'elles ne le pourraient pour vous et pour moi, on le doit un peu au nombre d'êtres qui mènent fidèlement une vie cachée avant de se reposer en des tombes délaissées. Donc, une grande élévation d'esprit, une grande sagesse aussi, mais une sagesse qui ne s'obtient que par un apprentissage moral. Et il me semble que cette notion d'apprentissage, elle est centrale dans le roman. Il me semble que, aussi idéalistes qu'ils soient, Lydgate et Dorothée commettent des erreurs dont ils reviennent ensuite. Effectivement, ce sont deux personnages qui sont pris par leurs idées et aveuglés par leurs enthousiasmes, ils oublient d'observer ceux qui les entourent. Ils oublient d'observer les autres, tout simplement. Ils sont tournés vers eux-mêmes. Alors, Lydgate, par exemple. Lydgate n'estime que l'étude des sciences et il méprise l'étude des hommes. On pourrait dire qu'il méprise l'ensemble des sciences humaines et très certainement le roman. Ah, donnez-lui une bonne fièvre. Alors que la fièvre était régie par des conditions obscures et lui offrait ce délectable effort de l'imagination qui n'est pas simple arbitraire, mais l'exercice d'une capacité maîtrisée, qui combine et échafaude sans perdre de vue les probabilités, ni cesser d'obéir pleinement à la science. La science, le mot est jeté, et on sait toute l'admiration et l'intérêt que George Eliot manifestait à l'égard de la science. Mais la science doit aussi s'accompagner de l'étude des hommes. Et c'est finalement par faute d'avoir développé cet intérêt que Lydgate commet les grosses erreurs de sa vie. Par exemple, le rapport qu'il établit avec sa clientèle, avec ses patients, est absolument catastrophique parce qu'il pense qu'il suffit de leur expliquer rationnellement les choses, il suffit de leur énoncer les principes scientifiques de la nouvelle médecine pour qu'ils soient convaincus. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, les patients, eh bien, ils continuent à avoir leurs petites idées, leur attachement à leur ancien praticien. Enfin, c'est beaucoup moins simple que cela. Lydgate ne le voit pas et il échoue. Deuxième erreur, bien entendu, les erreurs qu'il commet sur les femmes et qu'il commet sur le mariage. Prenons Dorothée. Elle n'est pas une meilleure observatrice, car elle ne voit en Casaubon que ce qu'elle veut voir. Et pourtant, tout autour d'elle, que d'avertissements. La première partie du roman est très amusante par tous les portraits catastrophiques que l'on trace de Casaubon. Alors, portrait catastrophique et puis quand même enlevé, quel sens du croquis. Alors voilà, par exemple, au hasard, un rat de bibliothèque, desséché et proche de la cinquantaine. Encore mieux, une momie, une grande vessie
où on peut faire s'entrechoquer les pois secs. Et puis encore, pas un goutte de sang rouge, entièrement composé de points-virgules et de parenthèses. Tout cela, Dorothée ne le voit pas parce qu'elle ne veut voir en Casaubon que ses propres fantasmes. Dorothée avait désormais examiné les profondeurs du réservoir insondable que constituait l'esprit de M. Casaubon et avait vu se refléter dans un vague et vaste labyrinthe toutes les qualités qu'elle lui apportait elle-même. Eh bien, l'image du labyrinthe, que l'on verra se poursuivre tout au long du roman, n'est pas seulement finalement ce vaste réservoir plein de richesses du savoir, il va devenir eh bien, des tunnels sinistres et absolument mortifères. Donc finalement, les personnages sont prisonniers de leur égocentrisme et du fait qu'ils voient les choses à travers leur unique point de vue. Cet égocentrisme, si on observe bien, George Eliot ne cesse de le dénoncer, ou plutôt de s'en moquer. Et par exemple, le personnage de Fred. Fred fait partie de ces jeunes gens, et George Eliot nous dit que ce défaut est répandu dans la jeunesse. Il fait partie de ces jeunes gens qui pensent que le monde est fait pour eux. Il était intimement convaincu qu'il avait le droit, lui personnellement, quoi qu'on puisse dire de l'humanité en général, de n'être exposé à aucun désagrément. Alors, certains personnages ne changent jamais, c'est le cas de Rosamond, mais d'autres vont faire cet apprentissage et toujours dans la douleur. Par exemple, c'est lors de cette première crise conjugale que j'ai évoquée tout à l'heure que Rosamond va comprendre quelque chose qu'elle avait totalement ignoré, quelque chose pourtant de si simple, mais qu'il est si difficile de comprendre en profondeur. C'est que finalement, Casaubon a son univers à lui et qu'il en est le centre, comme elle est au centre de son propre univers. Il a donc un moi équivalent au sien, où les lumières et les ombres tomberaient toujours avec une certaine différence. Cet apprentissage, il est tout à fait significatif et intéressant pour le personnage de Fred auquel je reviens. Vous vous souvenez que Fred a emprunté une somme d'argent à M. Garf, et puis, par légèreté, il l'a perdu, il a fait une mauvaise affaire avec un cheval. Et donc, il a conscience de sa faute, et il doit l'avouer, il doit se rendre chez les Garf, et par malheur pour lui, au lieu de rencontrer M. Garf, qui est le plus indulgent, le voilà qui tombe, on pourrait dire, sur Madame Garf, qui ne lui mâche pas les mots, et lui dit eh bien, que les voilà privés d'un argent qui devait servir aux études d'un de leurs fils. Et à ce moment-là, Fred comprend. Et il avait eu avant le sens de la faute. Mais comme le dit George Eliot, le sens de la faute était lié à l'amour-propre et à l'humiliation. Il était vexé d'avoir fait une faute. Et là, maintenant, il comprend ce qu'est cette faute parce qu'il la vit comme la vie autrui. Enfin, il vit les conséquences comme les vies autrui. Et donc, ce qu'il découvre, c'est la sympathie ou l'empathie plutôt, le fait finalement d'éprouver les choses comme les éprouve l'autre. Alors cet apprentissage, donc les personnages du roman le font, mais je pense que la romancière veut nous amener, nous aussi lecteurs, à le faire. C'est une narratrice qui intervient beaucoup dans Middlemarch. Elle commente, elle juge, elle dit sa façon de voir, et on peut voir dans ces interruptions, dans cette intrusion du narrateur, ces intrusions si fréquentes, on peut voir l'influence d'une tradition nationale, et d'ailleurs George Eliot ne la cache pas, elle fait référence à Fielding. Vous avez peut-être lu Fielding, qui dans Tom Jones laisse son intrigue et ses personnages en plan pour commenter, nous parler, bavarder, etc. En même temps, George Eliot se démarque de Fielding parce qu'elle dit « Oh, mais Fielding, il avait le temps, tandis que moi, je ne l'ai pas. » Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, les interventions de Fielding sont souvent de caractère ludique. Fielding, en fait, s'amuse avec le roman, s'amuse avec les principes de la narration, alors que George Eliot a effectivement des intentions plus sérieuses. Ce sont celles finalement
d'amener à une réflexion morale. Alors, une réflexion morale, mais il faut le dire, qui n'est jamais moralisatrice. Et souvent, alors, ce qui est frappant, c'est que quand la narratrice juge les personnages, le plus souvent, elle le fait par l'intermédiaire de l'humour. Donc, il y a beaucoup de passages, beaucoup de formules du texte absolument délicieuses. Quand on est entré dans le style de George Eliot, ce qui n'est pas toujours facile d'abord, mais quand on est entré dans ce style, on est vraiment séduit, on est vraiment ébloui. Et elle emprunte beaucoup de ces métaphores au monde naturel. Alors, je vous donne quelques exemples. À propos de Sir James, vous savez, le gentilhomme qui brigue la main de Dorothée. Un esprit d'homme, si infime qu'il soit, a toujours l'avantage d'être masculin. De même que le plus petit des bouleaux est d'une essence supérieure au panier le plus élancé, son ignorance est d'une qualité plus solide. Le même Sir James, au moment où Dorothée rompt ses fiançailles avec lui. Bien que Sir James fût un chasseur, il n'avait pas envers les femmes les mêmes sentiments qu'envers les coqs de bruyère et les renards. Casaubon maintenant. Il résolut donc de s'abandonner au flot du sentiment et fut peut-être surpris de découvrir la profondeur extrêmement faible de ce ruisselet. Il y a la métaphore aussi, bien sûr, de l'oie et du canari, qui ne sont pas des moins savoureuses. Donc, l'humour de George Eliot tempère la sévérité que pourrait avoir le jugement moral, et il me semble souvent que le propre de cet humour, c'est de relativiser les choses et que justement l'emprunt à des métaphores naturelles renforce encore cet effort de relativisation. Elle remet l'homme et ses passions et ses problèmes dans l'ordre finalement plus général des choses. Qui dira, dit-elle, quelle critique justifiée, Minou le chat, peut formuler contre nous, malgré la plus grande envergure de nos méditations. Finalement, nos chagrins conjugaux ne sont souvent pas plus graves qu'une agitation dans une mare à crevettes. Alors, ce qui est intéressant dans la citation sur Minou le chat, c'est le nous. Les critiques que Minou le chat peut formuler contre nous. Et peut-être vous avez été sensible au fait que ce nous est permanent dans le roman. Donc ce nous implique, bien sûr, nous, lecteurs, et en même temps ne nous laisse pas la position confortable de celui qui est dans une situation de supériorité, qui peut critiquer, qui peut se moquer, parce que justement, lui n'a pas ses défauts. Or, par le nous, George Eliot nous amène à plus de modestie dans le jugement. Elle aussi, d'ailleurs, évite de se mettre en position de surplomb. Et bien sûr, ce qu'elle entend, c'est que nous sachions aussi nous regarder nous-mêmes. Donc, il y a une volonté chez elle de moraliste. Vous savez, comme on l'entendait au grand siècle, les moralistes qui font voir, qui nous amènent à revenir sur nous et à nous humilier dans notre amour-propre absolument indéracinable. Mais il n'y a pas chez George Eliot, je crois, une volonté aussi peut-être aussi violente. Elle veut surtout, je pense, nous corriger en développant notre sympathie. Et je crois qu'elle-même, en tant que romancière, fait preuve d'une magnifique sympathie. Alors, il y a un chapitre qui m'a vraiment étonnée, puis extrêmement, extrêmement touchée. C'est le chapitre 10. On est assez avancé dans la narration, on commence à connaître Casaubon, donc d'emblée, il a été présenté par des portraits, comme on l'a vu, très peu flatteurs. Il s'est montré odieux à l'égard de Dorothée. Et voilà que ce chapitre 10 nous invite à essayer de le comprendre et même d'avoir quelque pitié pour lui. Cet homme qui a une femme belle, brillante, il est incapable de l'aimer parce que finalement, il est frappé d'une impuissance affective. Il ne sait pas aimer. Celui qui vraiment se fige dans des positions d'autorité, de respectabilité, doute profondément de lui.
Au fond de lui-même, il sait qu'il n'a pas de génie. Il attend déjà finalement, il est paralysé par l'idée du public qui va juger de son livre. Il est sûr que ce livre va attirer des critiques, ce livre auquel il a consacré tant d'années de sa vie. Donc finalement, la narratrice nous amène à une forme de compassion à l'égard d'un personnage qui nous apparaissait comme particulièrement haïssable. Donc, quand je vous avais dit que, quand je vous ai annoncé que j'avais cherché l'unité de ce roman, il me semble que l'unité de ce roman, il est dans cet appel à l'empathie. Appel à l'empathie, qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'on ne juge pas, qui ne veut pas dire qu'on mette tout sur le même plan. Mais George Eliot a été très influencé par la lecture d'un philosophe allemand qui défendait une conception très particulière qu'elle a adoptée, c'était la religion de l'homme. Ce philosophe était athée, comme George Eliot, qui d'ailleurs a perdu la foi, et il défendait l'idée que Dieu n'est que la projection de ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Donc, l'homme doit comprendre que la relation qu'il croit avoir avec Dieu, c'est la projection de ses rapports avec les autres hommes et que ce qu'il doit chercher, c'est la même qualité dans ses relations. George Eliot défend finalement dans son roman cette nécessaire ouverture. Elle seule peut permettre l'amélioration du sort de tous. Cette idée, cependant, elle la défend en tant que romancière, c'est-à-dire qu'elle l'incarne dans des personnages, dans des destinées hasardeuses, souvent incomplètes, souvent manquées comme elles le sont dans la vie. Le roman ne se termine pas par un succès et par une apothéose. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire chez George Eliot, c'est la qualité du regard qu'elle porte sur chacun, l'attention qu'elle leur consacre, et donc ce regard qui va donner à chacun sa grandeur. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à compléter, parce que vraiment c'est un travail remarquable, si ça vous intéresse, par la série des émissions que France Culture a consacrées à George Eliot toute une semaine. Edwidge nous l'a indiqué. Et puis, je vous ferai parvenir vos réactions. Vous pouvez en avoir par rapport à ce que je vous ai présenté, par rapport à ce que je vous ai proposé. Et je ferai toujours, bien sûr, circuler le mieux possible les réactions des uns et des autres pour essayer de maintenir la vie de nos échanges. Voilà. En tout cas, je vous remercie et c'était un très grand plaisir pour moi. À bientôt, la prochaine fois, dans un mois. À bientôt.